la pluie martelait le toit de la cathédrale Notre-Dame comme un accusateur impitoyable, tandis que Clément serrait les poings dans l'ombre du confessionnal, écoutant les murmures venimeux de sa tante Élisabeth. Il n'aura rien, ce petit inverti, affirmait-elle à voix basse à son mari, un verre de cognac à la main lors de la veillée funèbre. 20 millions de dollars? C'est à nous qu'ils reviennent, pas à ceux. Ce fléau familial. Les mots transperçaient Clément comme des éclats de verre, et dans un sursaut de rage contenue, il bondit de sa cachette, renversant une urne d'encens qui s'écrasa au sol dans un nuage acre. Son cœur cognait si fort qu'il en oublia la douleur lancinante de la perte, ses grands-parents, ces piliers new-yorkais exilés à Paris pour leurs vieux jours, partis emportant avec eux les secrets d'une fortune bâtie sur Wall Street. Clément, 30 ans, architecte modeste dans le Marais, n'avait jamais imaginé que leur testament le désignerait héritier unique. Mais ce soir-là, sous les voûtes gothiques, la révélation éclata comme une bombe, un notaire ému lui glissa l'enveloppe scellée, murmurant « Tout est à vous, monsieur le moine. » Et rien pour les autres. La famille, assemblée en un cercle de loups affamés, se figea, leurs regards assassins braqués sur lui. C'était le début de la tempête. Clément quitta la cathédrale en titubant, l'air humide de la Seine collant à sa peau comme une malédiction. Paris, sa ville d'adoption, lui parut soudain hostile, ses ruelles pavées résonnant des échos de sa propre solitude. Il héla un taxi, direction son appartement exigu rue des Francs-Bourgeois, où les meubles IKEA côtoyaient encore les photos jaunies de ses grands-parents lors de leur voyage en Amérique. Là, seul avec une bouteille de Bordeaux et le poids de 20 millions de dollars invisibles, il se laissa tomber sur le lit, les larmes coulant enfin librement. Pourquoi lui? Pourquoi pas sa sœur aînée, Amélie, si pieuse et si amère? Ou son oncle Bernard, l'éternel raté des affaires? Les jours suivants furent un tourbillon. Le notaire, un homme sec nommé Maître Duval, l'invita dans son cabinet haussmannien pour officialiser l'héritage. Vos grands-parents vous ont choisi pour votre cœur, monsieur le moine. Ils savaient que vous, et vous seul, honoreriez leur legs humaniste, des fondations pour l'art contemporain, des bourses pour les jeunes artistes queer marginalisés. Clément hocha la tête, ému, mais l'angoisse le rongeait. Sa famille n'accepterait pas cela. Déjà, les appels fusaient, Élisabeth hurlant des accusations de favoritisme, Amélie pleurnichant sur des dettes imaginaires, Bernard menaçant de contestation judiciaire. Tu nous voles notre dû, Clément. Tu n'es même pas un vrai homme. C'est alors qu'il le rencontra ou plutôt, qu'il le revit. Lucas, ce barista aux yeux verts comme les parcs de Central Park, qu'il avait croisé des mois plus tôt dans un café du quartier latin. 28 ans, américain pur jus expatrié à Paris pour ses études de littérature, Lucas dégageait une assurance nonchalante, un sourire qui désarmait les tempêtes intérieures. Ce matin-là, Clément, hagard après une nuit blanche, s'était traîné jusqu'au Café des Fleurs, cherchant refuge dans un expresso serré. Lucas, derrière le comptoir, posa la tasse devant lui avec un clin d'œil, « Vous avez l'air d'un homme qui porte le poids du monde sur ses épaules. Laissez-moi deviner, amour perdu, ou fortune maudite ?» Clément rit, un rire forcé qui se brisa en sanglots. Et il parla. Tout. L'héritage, la famille toxique, la peur viscérale d'être dépossédé de ce qui, pour la première fois, lui donnait un sens. Lucas écouta, sans juger, ses mains larges et tatouées un motif de vagues atlantiques effleurant les siennes par accident, ou peut-être pas, viens, dit-il enfin, on va marcher. Paris guérit les âmes brisées. Ils déambulèrent le long de la rive gauche, sous un soleil timide qui filtrait à travers les platanes. Lucas raconta son propre exil, fils d'un pasteur texan homophobe, il avait fui Dallas pour Paris, ville des amours impossibles. Ici, on peut être soi-même, sans chaîne. Mais l'héritage? C'est une arme à double tranchant. Ta famille te voit comme un ennemi parce que tu oses exister. Leur première soirée ensemble fut un feu d'artifice discret. Lucas invita Clément à un concert de jazz dans une cave du Marais, où les saxophones pleuraient des blues new-yorkais au milieu des accords français. Assis côte à côte sur un banc usé, leurs cuisses se frôlèrent, et le monde s'effaça. Quand Lucas se pencha pour murmurer une blague sur Hemingway où il buvait pour oublier, « Toi tu hérites pour te souvenir », Clément sentit son cœur s'emballer. Ils rentrèrent à pied, riant aux éclats, et devant la porte de Clément, un baiser volé, hésitant, puis vorace, c'est là leur pacte muet. « Reste », souffla Clément. « J'ai peur d'être seul avec ça. » Lucas resta, et cette nuit-là, dans les draps froissés, leurs corps s'entrelacèrent comme deux continents en collision, tendres, urgents, libérateurs. Mais l'euphorie fut de courte durée. Le lendemain,
un coup de fil d'Amélie, rencontre-nous au Louvre, où on porte plainte. Papa et maman n'ont pas élevé des voleurs. Clément, encore imprégné de l'odeur de Lucas, sentit la nausée monter. Il alla seul, laissant son amant dormir. Au pied de la Vénus de Milo, sa famille l'attendait, un tribunal improvisé, Elisabeth, les lèvres pincées, Bernard, les poings serrés, Amélie, feignant les larmes. Tu nous dois la moitié, Clément. Pour tous les Noëls où tu as déshonoré le nom le moine avec tes aventures. Les mots gais n'étaient jamais prononcés, mais ils planaient comme une sentence. Clémentin bon, la voix tremblante mais ferme, c'est leur volonté. Pas la vôtre. Bernard s'avança, menaçant, on va te ruiner en justice. 20 millions? Tu les auras pas. La dispute s'enflamma, attirant les regards des touristes, et Clément s'enfuit, le cœur en lambeaux. De retour chez lui, Lucas l'accueillit avec un câlin, mais une ombre passa dans ses yeux. Je dois te dire quelque chose, murmura-t-il plus tard, alors qu'ils partageaient un dîner improvisé de fromage et de vin. J'ai des dettes. Aux États-Unis. Mon père. Il m'a coupé les vivres. Si tu voulais m'aider, avec l'héritage. Clément se figea, le couteau en l'air. Était-ce le début de la trahison? Ou juste la vulnérabilité d'un amour naissant? La nuit s'alourdit de doutes, et tandis que Paris ronronnait au dehors, Clément se demanda si la fortune n'était pas, finalement, la plus grande malédiction. Les semaines suivantes furent un balai précaire entre extase et abîme. Clément et Lucas s'enfoncèrent dans une bulle amoureuse, explorant Paris comme des amants interdits d'un roman de Gide. Ils flânèrent dans les jardins du Luxembourg, où Lucas lisait à voix haute des extraits de Les Nourritures terrestres, sa voix grave résonnant contre les statues nues. La vie n'est que joie, Clément. Laisse-moi t'apprendre à la goûter. Et Clément goûtait, aux baisers volés sous les arcades du Palais Royal, au dîner tardif dans des bistrots cachés où le coq au vin coulait comme un baume sur ses plaies familiales. L'héritage, pour l'instant, restait lettre morte, les fonds bloqués en attente de formalité, mais la promesse de 20 millions flottait comme un mirage, apaisant les nuits d'insomnie. Pourtant, les ombres s'allongeaient. Maître Duval appela un soir, votre oncle Bernard a engagé un avocat. Il conteste le testament, alléguant une influence indue de vos grands-parents sur vous ou une relation malsaine, disent-ils. Clément raccrocha, blême, et se réfugia dans les bras de Lucas. Ils me haïssent pour qui je suis, pas pour l'argent. C'est plus profond. Lucas, caressant ses cheveux, murmura, alors balais à leur propre jeu utilise l'héritage pour du bien. Crée une fondation, comme il le voulait. Montre-leur que l'amour triomphe. L'idée germa. Clément, inspiré, contacta des associations LGBTQ+ parisiennes. Avec Lucas à ses côtés, il organisa une première réunion dans son appartement, des activistes, des artistes, des âmes blessées comme lui. 20 millions pour des refuges, des expositions queer, des bourses pour les exilés comme toi, Lucas, proclama-t-il, la voix vibrante. Les applaudissements fusèrent, et cette nuit-là, leur amour s'embrasa d'une passion nouvelle, militante. Nus sur le tapis persan usé, ils se promirent l'éternité, ignorant les fissures qui s'élargissaient. Mais la trahison couvait. Un après-midi, alors que Clément visitait un chantier dans le 11e arrondissement à un projet d'appartements éco-responsables qu'il supervisait, son téléphone vibra. Un message anonyme, une photo de Lucas, riant avec Bernard dans un café près de l'Opéra. Ton amant complote avec ton oncle. Méfie-toi. Le cœur de Clément se serra comme dans un étau. Était-ce possible? Lucas, avec ses yeux francs, son corps qui tremblait sous ses caresses. Il rentra tôt, feignant la fatigue, et surprit Lucas au téléphone. Oui, Bernard, je lui en parle ce soir. Il acceptera, il m'aime trop. Le monde de Clément s'effondra. Il surgit dans le salon, la voix brisée, c'est vrai? Tu vends mon âme pour payer tes dettes? Lucas pâlit, bafouillant, non, attends. C'est pour t'aider. Bernard m'a approché, il propose un arrangement, je le convainc de partager l'héritage, et en échange, il efface mes dettes et nous laisse tranquilles. Mais les mots sonnaient faux, et Clément, fou de rage, le gifla un geste qu'il regretta aussitôt. Sors! Hurla-t-il. Tu n'es qu'un autre loup dans la meute. Lucas partit, la porte claquant comme un glas. Seul dans l'appartement, Clément noya son chagrin dans le whisky écossais que ses grands-parents lui avaient légué. Les souvenirs affluaient, les lettres de New York, où ils lui confiaient le regret d'une vie hétéronormée, leur fierté secrète pour son coming out.
Tu es notre lumière, Clément écrivait-il. Et maintenant, cette lumière vacillait. Le lendemain, l'avocat de la famille frappa à sa porte, Amélie et Elisabeth, soutenus par Bernard, demandaient une médiation. Où la cour, précisa l'homme en costume gris. Clément accepta, épuisé. La réunion eut lieu dans un hôtel particulier du 7e arrondissement, sous les lustres en cristal qui pleuraient des reflets accusateurs. Sa famille, alignée comme des juges, déversa son venin, « Tu n'es pas digne, Clément. Tes mœurs. Elles corrompent tout. » Amélie, les yeux rougis, ajouta, « Pense à nous, à nos enfants. Partage, par pitié. » Mais Clément, galvanisé par la perte de Lucas, riposta, « C'est votre haine qui corrompt. Mes grands-parents m'ont choisi parce que je vis avec vérité. Vous vivez dans le mensonge. » La séance s'acheva sur une impasse, mais Bernard glissa un mot à l'oreille de l'avocat, « On a des preuves. Son amant est notre allié. » Le coup de poignard. De retour chez lui, Clément fouilla le téléphone de Lucas, laissé par erreur. Des messages, « Je le manipule pour vous. Il signera. » Les larmes coulèrent, acides. L'amour qu'il croyait pur n'était qu'un piège, ourdi par la famille pour le briser de l'intérieur. La nuit fut un cauchemar de solitude, Paris hurlant ses sirènes comme un cœur de damné. Pourtant, au lever du jour, une lueur, une lettre de Lucas, glissait sous la porte. « Je t'ai trahi par peur, pas par mal. Mon père m'a menacé de tout révéler à ma famille si je ne coopérais pas, pardonne-moi, ou aie-moi, mais sache que je t'aime. » Clément la froissa, puis la lissa, le cœur déchiré. Pouvait-il pardonner? Le conflit familial atteignait son paroxysme, une audience au tribunal de Paris fut fixée, où tout aux fortunes, amour, identité seraient jugés. L'audience approchait comme une lame de guillotine, et Clément, assiégé, trouva refuge dans le travail. Ses chantiers d'architecture devinrent son sanctuaire, des lignes droites, des angles précis, un monde où l'amour ne trahissait pas. Il conçut un mémorial pour ses grands-parents dans un parc du 20e arrondissement, un jardin suspendu, avec des fontaines évoquant les rivières américaines, et une plaque, pour les amours silencieuses qui changent le monde. Lucas, absent mais hantant ses rêves, l'inspirait malgré tout. Des nuits entières, Clément revivait leurs étreintes, la courbe de son dos sous la lune filtrant par les volets, le goût salé de sa peau après l'amour. Mais la ville bruissait de rumeurs. Les tabloïds parisiens, friands de scandales bourgeois, titraient « Héritage empoisonné, un guet contre sa famille ». Elisabeth avait vendu l'histoire, dépeignant Clément comme un profiteur immoral. Les appels anonymes pleuvaient, « Rentrez dans le rang, où on vous expose. » Et Lucas? Il avait disparu, son café du quartier latin tenu par un remplaçant muet. Clément, rongé par le doute, erra un soir jusqu'à leur banc au Luxembourg. Là, sous les feuilles roussies d'automne, il murmura à l'air, « Reviens. J'ai besoin de toi pour me battre. » Le destin, cruel et bienveillant, exauça. Le lendemain, lors d'une pause sur le chantier, Lucas surgit, essoufflé, un bouquet de roses fanées à la main. « Je pars, Clément. Retour aux États-Unis. Mon père a gagné, il paie mes dettes si je disparais de ta vie. » Ses yeux, rougis, suppliaient. Clément, le cœur en vrac, l'attira dans une remise à outils, où l'odeur de sueur masqua leur désespoir. « Tu m'as trahi, souffla-t-il, mais ses lèvres cherchèrent celles de Lucas, affamé. Ils s'aimèrent là, debout contre des planches rugueuses, un adieu furieux et tendre, leur corps criant ce que les mots taisaient. « Je t'aime malgré tout, » gémit Lucas en se retirant. « Utilise l'argent pour nous venger ou pour nous tous. » Clément le laissa partir, un vide béant en lui. Seul, il affronta l'audience. Le tribunal du palais de justice, avec ses colonnes imposantes, devint l'arène. Sa famille, parée de vertus factices, défila au pupitre, Amélie sanglotant sur des factures falsifiées, Bernard clamant une injustice morale, Elisabeth accusant Clément d'avoir manipulé les grands-parents avec sa perversion. L'avocat familial produisit des preuves, des emails de Lucas, truqués pour impliquer un chantage. « Voyez, messieurs, ce complot gai pour s'accaparer la fortune. » Clément, debout, la voix ferme malgré les tremblements, riposta avec la dignité d'un Balzac moderne. « Ma famille me hait non pour l'argent, mais pour mon amour. Mes grands-parents, exilés de New York pour vivre librement, m'ont légué cela, la liberté. 20 millions pour des causes humaines, refuge pour les jeunes queers jetés à la rue, comme tant d'autres en France et en Amérique. » Il projeta des slides, plans de la fondation, témoignages d'associations.
Le juge, un homme aux lunettes pincées, hocha la tête, intrigué. Mais le coup de théâtre vint de l'inattendu. Lucas, depuis Dallas, il avait pris l'avion la veille, témoigna par visioconférence, la voix brisée mais résolue. J'ai été manipulé par Bernard. Il m'a promis le silence sur mon orientation si je trahissais Clément. Mais l'amour ne se vend pas. Les emails étaient faux, Lucas produisit les originaux, prouvant le chantage familial. La salle bruissa. Bernard blêmit, Elisabeth s'effondra en larmes théâtrales. Le juge, après délibération, trancha, l'héritage est valide. Toute contestation est abusive. Clément gagna, mais à quel prix? Sa famille, brisée, le maudit en sortant, tu es mort pour nous. La victoire fut douce amère. De retour dans son appartement, Clément noya son triomphe dans le silence. L'argent débloqué aux 20 millions de dollars convertis en euros ronronnant sur son compte ne combla pas le vide. Il lança la fondation aux Lumières oubliées, inaugurant le premier refuge dans le Marais, un havre pour les âmes perdues, inspiré par Lucas. Les médias, repentants, titrèrent « Un héritage d'amour triomphe de la haine ». Mais les nuits étaient longues, hantées par des fantômes. Un mois plus tard, une enveloppe de Dallas, une lettre de Lucas. « Je me bats ici, pour une vie authentique. Reviens-moi quand tu seras prêt. Notre histoire n'est pas finie. » Clément sourit, pour la première fois depuis des lustres. Paris, sous la neige naissante, semblait murmurer des promesses. Le printemps revint sur Paris comme une rédemption tardive, fleurant la lavande et les regrets. Clément, transformé par sa victoire judiciaire, plongea corps et âme dans la fondation. Les 20 millions de vins des ponts, un centre d'art queer au cœur du Belleville multiculturel, où des graffeurs trans exposaient leurs cris colorés, des bourses pour des étudiants exilés, comme ce jeune Algérien fuyant l'homophobie, qui peignit un mur entier en hommage à ses grands-parents. Vous avez donné une voix aux invisibles, lui dit un jour une activiste, les yeux brillants. Clément rougit, pensant à Lucas ou son invisible à lui, perdu outre-Atlantique. Les relations avec sa famille. Un no man's land glacial. Amélie tenta une réconciliation timide, un café aux fleurs, on était jaloux, Clément. Peur de te perdre. Mais ses mots sonnaient creux, et il partit sans pardon. Bernard, ruiné par les frais d'avocat, disparu en province, Elisabeth, aigrie, propagea des ragots dans les salons dorés du XVIe. Clément les effaça de sa vie, comme on rature un chapitre raté d'un roman. Son nouveau chapitre s'écrivait avec des alliés, des amis de la Fondation, des nuits de débats enflammés sur l'amour queer dans un Paris post-MeToo. Pourtant, l'absence de Lucas creusait un cratère. Leurs échanges épistolaires, lettres manuscrites, comme au XIXe siècle étaient des poèmes déchirants. Ici, à Austin, je marche dans des parcs qui sentent le Texas, mais je respire ton parfum parisien, écrivait Lucas. Clément répondait, viens. L'héritage n'est rien sans toi. Mais Lucas hésitait, piégé par son père, il menace de me déshériter à son tour. Attends, mon amour. Attendre devint un art cruel, ponctué de rêves où leur corps se cherchait dans les brumes de la Seine. Le chaos trao surgit un soir d'été, lors de l'inauguration du mémorial. Sous les fontaines scintillantes, une foule bigarrée artistes, politiques, survivants applaudissait Clément sur l'estrade. Ce legs n'est pas à moi, mais à nous tous, pour un monde où l'amour ne coûte pas la peau. Les flashs crépitaient, et soudain, au milieu de la marée humaine, Lucas. Barbu, les yeux fiévreux, il avait traversé l'Atlantique en secret, défiant son père. « Je suis là » murmura-t-il en l'enlaçant, ignorant les caméras. Le baiser qui suivit, public et fiévreux, fit taire la foule, un acte de rébellion romantique, pur comme un verre de Rimbaud. Mais la joie fut éclipsée par l'orage. Ce soir-là, dans l'appartement rénové avec les premiers fonds ou un loft baigné de lumière, avec vue sur les toits de Paris, Lucas avoua tout. « Mon père m'a suivi. Il est là, en bas, avec des détectives. Il veut te ruiner, via moi. » Clément, nu sous les draps, sentit la peur l'envahir. Pourquoi? Lucas pleura, parce que je lui ai dit la vérité. Que je t'aime, et que je refuse son monde. Les coups à la porte confirmèrent, Bernard, non le père de Lucas, un colosse texan en chapeau de cow-boy, irrompu dans la nuit parisienne. La confrontation fut shakespearienne. Dans le salon, sous les tableaux abstraits, le pasteur Harlan Reeves tonna, « Mon fils est ma propriété. Et toi, gamin français, tu l'as perverti avec ton argent sale. » Clément, Lucas à ses côtés,
riposta avec une dignité yankee héritée de ses grands-parents, l'amour n'est pas une propriété, monsieur. C'est une révolution. Vos 20 millions à vous? Gardez-les. Les miens servent à libérer, pas à enchaîner. Harlan, ébranlé par la fermeté, s'effondra, j'ai perdu ma femme à cause de ça. De la honte. Une confession brute, humaine, fissura l'armure. Lucas, en larmes, serra la main de son père, viens, on repart à zéro. Ensemble. Harlan partit, vaincu, promettant une trêve. Mais le mal était fait, la presse s'empara du scandale transatlantique, l'héritage queer défie l'Amérique puritaine. Clément et Lucas, épuisés, s'aimèrent cette nuit-là avec une tendresse nouvelle, cicatrisant les plaies. Nous sommes plus forts, murmura Clément, traçant des cercles sur le torse de Lucas. Pourtant, une ombre persistait, la famille de Clément, flairant la faiblesse, relança une action en justice mineure, pour des biens oubliés. Le conflit, loin d'achever, bouillonnait sous la surface idyllique. L'automne enveloppa Paris d'un manteau ocre, miroir des âmes en mutation. Clément et Lucas, unis dans l'adversité, transformèrent le loft en quartier général de leur amour, livre de Kerouac entassé près de Baudelaire, jazz américain fusionnant avec des airs de Piaf sur la platine. La fondation prospérait, 20 millions semés en graines d'espoir, un festival queer au canal Saint-Martin, où des couples comme dansaient sous les étoiles, défiant les regards. Tu as changé ma vie, confia Lucas un matin, alors qu'il prenait le petit déjeuner face à la tour Eiffel lointaine. Clément sourit, non, c'est l'héritage qui nous a changés. Il a révélé nos vérités. Mais la réaction de la famille de Clément n'était pas vaincue. Élisabeth, revancharde, s'allia au père de Lucas pour une ultime offensive, une pétition publique accusant la fondation de propagande immorale, soutenue par des conservateurs français et américains. Les manifestations éclatèrent piquets homophobes devant le mémorial, slogan haineux, pas d'argent sale pour les déviants. Clément, cible des insultes, vacilla. Une nuit, après un jet de pierre sur les vitres du refuge, il craqua dans les bras de Lucas, et si je rends tout? Pour la paix? Lucas, farouche, secoua la tête, non. C'est leur peur qui hurle. Batte-toi, pour nous. Le climax arriva lors d'une audience symbolique au Conseil d'État, où l'héritage fut débattu comme un enjeu national, liberté vs. tradition. Clément, flanqué de Lucas et d'avocats progressistes, plaida avec éloquence, mes grands-parents, immigrants américains, ont fui la bigoterie pour Paris. Leur fortune n'est pas un butin, mais un flambeau pour les opprimés. En France, terre des droits de l'homme, refusons la trahison familiale au nom de l'amour. Témoignages affluèrent, rescapés du sida, jeunes trans, même Amélie repentante, enfin, j'ai eu tort. Mon frère est mon héros. Le Conseil trancha en faveur de Clément, invalidant la pétition comme discriminatoire. Élisabeth, brisée, s'excusa dans une lettre tremblante, le pardon, si tu veux. Clément répondit par une invitation, Noël au mémorial, pour tous. La famille vint, guindée mais curieuse, Bernard, bourru, serra la main de Lucas, t'es pas si mal, pour un Yankee. Un festin improvisé scella la trêve d'Inde farcie à la française, toast à l'Amérique tolérante. Le Harlan de Lucas, transformé par la distance, envoya un chèque, pour ta fondation. Et dis à mon fils que je suis fier. L'amour, ce grand égalisateur, triomphait. Clément et Lucas, sous la neige de Noël illuminant les Champs-Élysées, se marièrent civilement dans une mairie discrète du Marais, un oui le murmuré, scellé par des bagues gravées héritage éternel. Des années plus tard, assis sur leur banc du Luxembourg, vieux et ridés, ils regarderaient les amants passer. 20 millions pour ça, rirait Clément. Non, pour nous, corrigerait Lucas. Paris, éternel, applaudirait en silence, une histoire d'héritage non pas d'or, mais d'humanité où la trahison forge l'amour, et l'amour, la rédemption.